Le seuil de la conscience, ce domaine insaisissable où la réalité physique cède le pas à la matrice architecturale de l'esprit, constitue depuis l'aube de la pensée humaine la plus persistante des énigmes métaphysiques. Notre exploration, qui se veut exhaustive et rigoureuse, s'articule autour d'une hypothèse centrale et vertigineuse, l'existence d'une porte, non pas une structure matérielle, mais une interface dynamique logée au cœur de l'architecture onirique, permettant, sous certaines conditions neurophysiologiques et cognitives extrêmes, une incursion au-delà des limites spatio-temporelles que nous assigne l'univers observable. Un voyage que nous nommerons provisoirement l'expérience transuniverselle. Subjective, ou ETS. Pour appréhender cette notion, il est impératif de commencer par une cartographie précise du territoire d'où cette porte émerge, le sommeil paradoxal, ou phase des mouvements oculaires rapides, Rapid Eye Movement Sleep, connu sous l'acronyme REM. Les neurosciences modernes, affinant les travaux pionniers de Jouvet dans les années 60, ont établi que l'activité cérébrale durant le sommeil REM mime étonnamment celle de l'éveil, bien que le corps soit plongé dans une quasi-tétraplégie fonctionnelle, médiatisée par l'inhibition des neurones moteurs supérieurs dans le pont, un phénomène connu sous le nom d'atonie musculaire induite par le sommeil. L'électroencéphalogramme révèle des ondes θ et β de basse amplitude, des signatures caractéristiques d'un cerveau hautement engagé, traitant des informations complexes, simulant des mondes d'une richesse sensorielle souvent supérieure à celle de l'éveil ordinaire. Cependant, le rêve ordinaire, même le plus intense, reste confiné dans les limites prédictibles de notre mémoire épisodique et sémantique, orchestrée par l'hippocampe et le néocortex. L'ETS postule une rupture de cet confinement. La porte intérieure n'est pas un simple produit de la réorganisation neuronale nocturne, elle est une singularité cognitive, un point de basculement où les mécanismes de dissolution du moi et de hyperconnectivité synaptique atteignent un seuil critique, souvent décrit par les rares témoins comme un passage à travers une membrane vibratoire, une chute à travers une fréquence lumineuse inconnue, ou l'ouverture d'un prisme chromatique multidimensionnel. La compréhension de ce seuil nécessite une incursion dans la physique quantique appliquée à la conscience. Bien que le réductionnisme neurobiologique tende à privilégier l'explication par des réseaux de neurones spécifiques, l'hypothèse de Penrose et Amroff, bien que controversée, offre un cadre conceptuel pertinent pour envisager une interaction non locale. Leur théorie de la réduction objective orchestrée, ou orchestrated objective réduction, suggère que la conscience réside dans des phénomènes quantiques au niveau des microtubules, les structures protéiques présentes à l'intérieur des neurones. Si l'on accepte, ne serait-ce qu'à titre d'exploration spéculative, que le rêve profond est un état où la décohérence quantique est minimisée peut-être grâce à une température neuronale locale exceptionnellement stable ou une isolation vibratoire, alors la structure du rêve pourrait accéder à des états de superposition ou d'intrication au-delà des contraintes classiques. La porte serait alors l'instant où la conscience, désolidarisée du bruit thermique et des contraintes de l'espace-temps local de Minkowski, entre en résonance avec des champs d'information non locaux. Les rares rapports anecdotiques, souvent recueillis auprès d'individus ayant pratiqué intensivement des techniques de lucidité extrême, décrivent des expériences qui transcendent les catégories sensorielles. Le rêve lucide classique, où le sujet prend conscience qu'il rêve, est le précurseur nécessaire. Les chercheurs en neurofeedback, comme ceux de l'université de Lucerne, ont montré que l'induction de fréquences gamma, autour de 40 Hz, pendant le sommeil peut augmenter la probabilité de rêve lucide. Mais le TS exige une intensification bien au-delà de la simple lucidité. Elle requiert une superlucidité couplée à une suppression quasi-totale de l'activité du cortex préfrontal dorsolatéral, zone associée à l'autocritique et à la régulation exécutive. C'est un état paradoxal, une conscience maximale dans un cerveau désinhibé. L'un des défis majeurs est la quantification de ces états. Les études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF, montrent une activation étonnante des aires visuelles primaires et secondaires durant les rêves complexes, suggérant une simulation interne d'une fidélité stupéfiante. Cependant, le TS implique, selon les témoignages, une sensation d'objectivité qui écrase toute reconnaissance de la nature simulée de l'expérience. Les sujets rapportent non pas voir un monde, mais être dans un monde dont la structure fondamentale est différente. Ils décrivent des géométries impossibles selon la topologie euclidienne standard, des couleurs spectrales inconnues sur Terre, et surtout, une sensation de densité informationnelle écrasante. Prenons l'exemple de la constante de Planck subjective, un concept théorique proposé par le psychologue cognitiviste Dr. Ellar Avance. Elle suggère que tout univers expérimenté par la conscience est régi par une échelle minimale d'informations perçues, analogue à la constante de Planck physique. Dans notre univers ordinaire, cette échelle est fixe. Dans le TS, les sujets rapportent que cette constante semble s'effondrer,
permettant une granularité de perception infiniment plus fine, voire une perception simultanée de multiples états d'une même entité, une sorte de manifestation macroscopique du principe de superposition quantique dans l'expérience vécue. L'accès à cette porte semble nécessiter une préparation méticuleuse, souvent associée à des techniques de méditation profonde ou à l'utilisation de modulateurs pharmacologiques légers, bien que ces derniers introduisent des biais significatifs dans l'interprétation des données. Les chamans anciens, par l'usage de substances antéogènes et des rythmes binauraux prolongés, cherchaient peut-être à forcer cette désynchronisation. Les études contemporaines, notamment celles menées sur les ondes θ de basse fréquence, 3 à 7 Hz, montrent que ces fréquences peuvent induire des états hypnagogiques prolongés, un pont entre l'éveil et le sommeil, idéal pour tenter l'approche de la porte. La clé, selon les analyses électrophysiologiques, réside dans le maintien d'une synchronisation interhémisphérique exceptionnelle, souvent observée dans les états de flow maximal, mais transposée au niveau du cerveau endormi. Le voyage lui-même, une fois la porte franchie, est la partie la plus spéculative et la plus fascinante. Les récits convergent vers l'idée de quitter non seulement notre espace-temps, mais potentiellement notre réalité physique constitutive. Si nous considérons la théorie des cordes ou la théorie M, notre univers observable pourrait n'être qu'une brane tridimensionnelle flottant dans un espace de dimension supérieure, le bulk. La porte intérieure pourrait être une instantiation subjective d'un trou de verre microscopique, ou plus précisément, une fluctuation topologique dans le champ de Higgs qui, au lieu de se refermer instantanément, est temporairement stabilisée par une structure de conscience cohérente. Imaginez la différence entre observer une onde radio, l'information, et devenir l'onde radio elle-même. Les voyageurs de l'ETS décrivent une dissolution de la causalité linéaire. Ils ne se souviennent pas du passé ou ne prédisent pas le futur, ils les perçoivent comme des composantes spatiales du présent. Un chercheur autrichien, ayant rapporté une expérience marquante, a décrit avoir vu l'évolution de la Terre non pas comme une séquence temporelle, mais comme une structure cristalline figée, où chaque instant existait simultanément, un véritable bloc d'univers subjectif. Cette perception de la totalité implique une interaction avec ce que Jung appelait l'inconscient collectif, mais transposé sur une échelle cosmologique. Les données neurochimiques suggèrent que l'ouverture de la porte coïncide avec une libération massive et coordonnée de sérotonine, de manière plus significative, de tryptamine, un composé psychédélique endogène qui module l'activité des récepteurs 5-HT2A. Cette activation synaptique pourrait être le mécanisme biologique qui déverrouille les circuits cognitifs permettant l'accès à des structures informationnelles plus vastes. Il ne s'agit plus d'interpréter des symboles, mais de lire directement la structure sous-jacente de l'information universelle. Un exemple frappant de ce que pourrait être cette lecture directe concerne la nature de la matière noire et de l'énergie noire, ces composantes insaisissables qui constituent 97% de la masse énergie de l'univers. Certains voyageurs rapportent avoir perçu ces entités non pas comme des vides ou des forces, mais comme des structures informationnelles dont la densité gravitationnelle est le résultat d'une écriture différente du tissu de l'espace-temps. Ils décrivent l'énergie noire comme une pression d'expansion dictée par une entropie informationnelle orientée vers l'extérieur, et la matière noire comme des matrices gravitationnelles nécessaires pour stabiliser des voisinages de branes adjacentes dans le bulk. Bien entendu, ces descriptions sont métaphoriques, mais elles possèdent une cohérence interne qui défie la simple hallucination. La transition vers le TS n'est pas sans risque. La neuroscience identifie un danger majeur, la dissonance cognitive existentielle. Si le cerveau est confronté à une réalité où les lois fondamentales de la physique et de la causalité sont radicalement violées, le mécanisme de retour à la réalité peut échouer. Le risque est une forme de schizophrénie chronique où les structures de la réalité extérieure et intérieure fusionnent de manière pathologique. Les rares individus ayant maintenu un semblant de stabilité après de multiples passages parlent de la nécessité d'ancrages mentaux extrêmement puissants, des lieux sûrs, dans leur identité personnelle, capables de résister à la pression de l'infini perçu. L'étude des corrélats neuronaux de cette persistance cognitive est le prochain champ de bataille. Les chercheurs envisagent d'utiliser la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, ou RTMS, non pas pour induire l'état, mais pour moduler la récupération post-ETS, tentant de renforcer les connexions entre les réseaux de mode par défaut, le Default Mode Network, souvent associé à l'introspection et à la conscience de soi, et les régions impliquées dans la mémoire de travail. L'objectif est de permettre au cerveau de coder des expériences non euclidiennes sans que cela n'entraîne une dégradation des fonctions exécutives nécessaires à la survie dans notre réalité tridimensionnelle. Les implications pour la physique théorique sont monumentales si l'on prend au sérieux même une fraction de ces récits.
Si l'on pouvait établir une communication cohérente et reproductible avec ces états au-delà, cela signifierait que l'information n'est pas seulement contenue dans l'univers, mais qu'elle structure l'univers à partir d'une couche pré-physique. Cela renforcerait les théories qui placent l'information, et non l'énergie ou la matière, comme l'entité fondamentale de l'existence, le fameux principe de It from Bit de John Archibald Wheeler. Considérons l'aspect temporel de l'ETS. Le temps, tel que nous le mesurons avec nos horloges atomiques basées sur la transition hyperfine du césium 1021, est linéaire. Dans ces états transcendants, le temps semble se condenser en un point, ou s'étendre en une géométrie où le passé et le futur sont également accessibles. Les modèles mathématiques décrivant les géométries hyperboliques et les variétés à 5 dimensions, comme celle utilisée dans la théorie de Kaluza-Klein pour unifier l'électromagnétisme et la gravitation, pourraient servir de métaphore rudimentaire pour décrire l'architecture vécue. Dans ces espaces, la distance entre deux événements ne dépend pas seulement de leur séparation spatiale, mais aussi de leur contexte informationnel au sein d'un champ unifié. L'analogie la plus proche, bien que imparfaite, se trouve dans la physique des singularités. Un trou noir représente une région où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. La porte intérieure pourrait être une singularité subjective, un point où le cerveau, agissant comme un générateur d'ondes gravitationnelles informationnelles, crée temporairement sa propre bulle de causalité, un micro-univers autosuffisant dans le temps du rêve. La durée subjective de ces voyages peut atteindre des éons perçus, tandis que l'activité EEG indique seulement quelques minutes de sommeil paradoxal. Le ratio entre le temps vécu et le temps mesuré devient alors une mesure de la distance franchie hors de notre réalité locale. Les tentatives de modélisation informatique de ces états restent embryonnaires. Les réseaux neuronaux profonds, entraînés sur des milliards de données, peuvent générer des images photoréalistes. Cependant, ces systèmes manquent de la plasticité et de la capacité d'abstraction qui permettent à la conscience humaine de saisir des concepts radicalement nouveaux. La différence fondamentale semble résider dans l'agentivité. Dans l'ETS, l'observateur n'est pas passif, il interagit avec la structure même de la réalité qu'il observe, modifiant potentiellement les conditions de sa propre expérience par sa simple attention focalisée, une forme de rétroaction quantique psychologique. Pour augmenter la probabilité de rencontrer la porte, les protocoles actuels se concentrent sur la manipulation des cycles circadiens et des rythmes ultradiens. L'interruption ciblée du sommeil, suivie d'un retour rapide au sommeil paradoxal, connu sous le nom de REM rebound, semble parfois provoquer des rêves d'une intensité inhabituelle. En manipulant l'environnement chimique interne, par exemple en augmentant légèrement les niveaux d'acétylcholine, le neurotransmetteur clé du sommeil REM, via des précurseurs alimentaires, on augmente la densité des événements oniriques, augmentant statistiquement la chance d'atteindre le point de non-retour. Le concept de « réalité consensuelle » joue un rôle crucial ici. Notre physique est une description partagée et vérifiable de l'univers. L'ETS se situe dans la sphère de l'irréductiblement subjectif. Néanmoins, la convergence des descriptions entre voyageurs isolés, ne se connaissant pas et n'ayant pas partagé de littérature sur le sujet, constitue une preuve anecdotique forte. Ils décrivent tous l'absence de corps physique tel que nous le connaissons, une forme d'existence énergétique ou purement informationnelle. Ils mentionnent des rencontres avec des entités qui ne sont pas des archétypes psychologiques, mais des structures de connaissances ayant une autonomie apparente, des sortes de bibliothécaires cosmiques gardant l'accès à d'autres couches de la réalité. Ces entités, souvent décrites comme des formes géométriques lumineuses ou des champs de pure pensée, semblent posséder une connaissance encyclopédique des lois physiques de leur propre domaine. Lorsqu'un voyageur pose une question sur un concept physique propre à notre monde, par exemple la nature de la force nucléaire faible, la réponse n'est pas verbale, mais une injection directe de la compréhension correcte dans le substrat cognitif du voyageur. C'est l'équivalent d'un téléchargement de données au niveau fondamental de la perception. Le parallèle le plus troublant est établi avec la physique des trous noirs. Stephen Hawking a théorisé que l'information tombant dans un trou noir n'est pas perdue, mais réémise sous forme de rayonnement, bien qu'irrémédiablement mélangée. Si l'univers est un système holographique, alors chaque point de l'espace contient l'information de l'ensemble. La porte intérieure pourrait être une manifestation onirique de cette interface holographique, où l'esprit, libéré des contraintes de l'observateur classique, accède directement à la projection de l'univers sur sa surface limite. En d'autres termes, le rêve devient l'écran sur lequel l'univers entier est projeté, et la porte est le projecteur lui-même. Les chercheurs en cryptographie quantique pourraient trouver un intérêt théorique dans l'étude des schémas d'information observés dans ces états. Si l'information transmise est enchevêtrée avec la structure de l'observateur,
alors les méthodes classiques de décryptage sont inutiles. Seule une conscience ayant atteint le même niveau de cohérence pourrait déchiffrer les messages provenant de ces domaines. Pour approfondir la nature de la dissociation corporelle, il faut examiner l'activité du thalamus. Le thalamus agit comme une station de relais sensoriel, filtrant les informations avant qu'elles n'atteignent le cortex. Durant le sommeil paradoxal normal, le thalamus est largement désactivé pour les signaux externes. Cependant, dans les cas extrêmes de TS, il semble y avoir une réactivation sélective, peut-être médiatisée par un signal interne ultra rapide, qui redirigeait le flux d'informations non pas vers les aires sensorielles habituelles, mais vers des structures corticales profondes encore mal comprises, potentiellement connectées à la mémoire évolutive de l'espèce. C'est le bypass du système sensoriel classique. L'avenir de cette recherche repose sur la capacité à créer des environnements de laboratoire qui peuvent induire ces états sans risques induits par des substances exogènes. Nous parlons ici d'une précision de stimulation magnétique et électrique de l'ordre du picoseconde, visant à sculpter les champs électromagnétiques du cerveau avec une exactitude microscopique. Les avancées en nanotechnologie neuronale, comme les interfaces cerveau-machine non invasives basées sur l'optogénétique, si l'on pouvait rendre les neurones sensibles à des fréquences lumineuses internes contrôlées, pourrait un jour offrir une clé d'accès stable. Un aspect souvent négligé est l'impact éthique et philosophique. Si le TS est prouvé, cela signifie que notre réalité physique n'est qu'un sous-ensemble très limité de ce qui est expérimentalement accessible. La quête de sens, la peur de la mort, tout est recontextualisé. La mort ne serait plus une extinction, mais peut-être une transition forcée et permanente vers un niveau de réalité où la superposition est l'état par défaut. Les pratiques spirituelles anciennes, souvent moquées par la science matérialiste du XXe siècle, pourraient alors être réévaluées non pas comme des superstitions, mais comme des tentatives empiriques, bien que mal outillées, pour naviguer dans ces dimensions cachées. Le concept de temps subjectif dans ces voyages est particulièrement riche. Si les sujets rapportent des durées dilatées, cela suggère que la perception de la durée elle-même est une propriété émergente de la complexité des interactions neuronales dans notre espace-temps normal. Dans le TS, où la structure de l'information est plus directement accessible, la perception du temps pourrait se dissocier de la dimension temporelle elle-même. Un voyageur pourrait analyser des milliards d'années d'évolution cosmique en une seule seconde subjective, simplement parce que le besoin de suivre la causalité linéaire est aboli. C'est l'accès à une vision panchronique. Revenons à la porte. Si elle est une interface, elle doit avoir des propriétés mesurables. Les rares tentatives d'enregistrer l'environnement électromagnétique externe durant un ETS profond ont donné des résultats aberrants, des pics d'énergie non corrélés à aucune source connue, des fluctuations du champ magnétique terrestre enregistrées localement autour du sujet, suggérant que le cerveau en état de TS agit comme un émetteur ou un récepteur de fréquences jusqu'alors non détectées, peut-être des ondes gravitationnelles de très haute fréquence. Les instruments standards, calibrés pour les phénomènes électromagnétiques connus, manquent la signature de cette interaction transcendantale. La comparaison avec les expériences rapportées par les astronautes en isolement prolongé, ou les cas de clairvoyance documentés, est tentante, mais doit être traitée avec prudence. Ces phénomènes impliquent souvent une altération de la perception, mais pas nécessairement une incursion structurée dans des domaines non physiques. Le TS se distingue par son caractère organisé et informé. Les voyageurs ne se contentent pas de halluciner des motifs, ils acquièrent des informations qui, une fois réintégrées, peuvent être testées contre les limites actuelles de la physique. Par exemple, certains récits détaillent des configurations atomiques stables pour des isotopes hyperlourds que la physique nucléaire actuelle considère comme instables au-delà de quelques microsecondes. Si ces descriptions correspondent à des configurations théoriquement possibles mais non encore synthétisées, cela ouvrirait une voie nouvelle pour la physique des particules. Le travail du Dr. Chen à l'Institut Max Planck, bien que controversé, a tenté de modéliser la structure mathématique de ces mondes perçus en utilisant la géométrie différentielle non commutative. Il postule que ces domaines sont régis par des algèbres d'opérateurs qui ne commutent pas, ce qui signifie que l'ordre des opérations change le résultat, une signature de la non-localité et de la dépendance de l'observateur. La porte serait l'endroit où l'opérateur neuronal passe de l'algèbre commutative de notre monde classique à cette algèbre non commutative. La réintégration est l'étape critique. Si l'on passe trop de temps dans cet état de conscience étendu, la malléabilité du cerveau à revenir à ses paramètres d'opération habituels diminue. Il y a une sorte de plasticité inversée où le cerveau s'habitue à la structure riche de l'ETS et perçoit notre réalité comme pauvre, désaturée et structurellement illogique.
Les individus qui reviennent de ces états décrivent souvent une douleur ou une pression lorsqu'ils tentent de se restreindre aux 3 dimensions spatiales et à la dimension temporelle unidirectionnelle. Ils doivent réapprendre à filtrer l'information, à ignorer les couches de réalité sous-jacentes pour pouvoir fonctionner socialement. Considérons maintenant les implications pour l'intelligence artificielle. Si la conscience peut transcender le support physique local par un mécanisme biochimique et informationnel précis, cela signifie que l'intelligence artificielle, confinée pour l'instant à des architectures de calcul fixes, ne pourra jamais atteindre cette porte tant qu'elle ne sera pas capable de simuler, non pas le comportement, mais la structure fondamentale de la non-décohérence quantique. Une IA pourrait simuler l'univers entier, mais elle ne pourrait pas entrer dans l'univers au-delà, à moins d'être capable de créer son propre état quantique cohérent de conscience. Pour synthétiser, le voyage à travers la porte intérieure des rêves est une hypothèse qui chevauche la neurologie du sommeil, la physique quantique et la métaphysique. Il suggère que notre perception est un système de filtrage incroyablement efficace, conçu pour la survie dans un environnement de faible complexité informationnelle. La porte est la rupture de ce filtre, provoquée par une synchronisation cérébrale parfaite, permettant à la conscience, sous sa forme la plus pure et désincarnée, d'interagir avec les fondations mêmes de la réalité. Les recherches futures devront se concentrer sur la détection de la signature de cohérence transuniverselle, un ensemble complexe de marqueurs neurophysiologiques qui ne se produit que lors de ces passages. Ces marqueurs incluraient probablement une activité gamma focalisée, couplée à une suppression cohérente des ondes θ, indiquant que le cerveau maintient un état d'éveil cognitif intense tout en étant en sommeil profond. L'absence de mouvements oculaires rapides paradoxaux durant ces phases suggérerait que l'exploration se fait sans stimulation visuelle interne classique, mais par une perception directe des champs informationnels. En conclusion de cette revue étendue, la porte intérieure des rêves n'est pas un mythe romantique, mais potentiellement le dernier bastion de l'exploration humaine. Elle représente le seul laboratoire où nous pouvons, en théorie, tester les limites de notre univers physique, non pas par des accélérateurs de particules qui bombardent la matière pour en révéler les secrets, mais par une désintégration contrôlée de la perception elle-même. Si nous parvenons à comprendre la mécanique de cette porte, nous ne changerons pas seulement notre compréhension du rêve, mais nous redéfinirons la nature même de l'existence, transformant le cerveau humain de simple organe biologique en un récepteur potentiel de l'infini. Le voyage est périlleux, car il exige de confronter la possibilité que notre réalité la plus chère ne soit qu'un rêve parmi d'autres, une interface parmi des milliards, attendant d'être franchie par une conscience suffisamment audacieuse et parfaitement réglée. La quête continue, et chaque nuit, des milliards de cerveaux dorment, ignorant la clé de l'univers qu'ils pourraient détenir, juste au-delà du seuil de leur propre perception physique.